Bonjour les trentenaires, les fiers, ceux qui portent avec engouement cet âge qui nous a longtemps effrayés. Bienvenue chez les fiers trentenaires, votre nouveau podcast où l'on parle de la vie, des défis et des moments qui façonnent une trentaine optimiste, épanouie et forte. Je suis Darlène, une trentenaire qui a longtemps attendu de vivre enfin cette tranche d'âge et qui se dit fière d'y être arrivée. Ensemble, nous discutons en toute bienveillance et sans tabou de sujets variés. L'évolution des relations, qu'elles soient familiales, amoureuses ou amicales, des difficultés quotidiennes, d'indépendance financière, de responsabilité, de charge mentale, de pression sociale, de bien-être et bien d'autres sujets qui font vibrer notre génération. Si vous aussi avez envie de célébrer cette période intense de la vie et de vous inspirer pour avancer avec confiance, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous donc à embarquer pour une aventure pleine de couleurs, de rires et de découvertes. Les fiers trentenaires, c'est votre rendez-vous incontournable pour vivre la trentaine à fond. On connaît tous la célèbre citation latine qui dit « Qui bene amat, bene castigat ». En français, « Qui aime bien, châtie bien ». Ce proverbe qu'on a tous déjà entendu ou prononcé au moins une fois dans nos vies nous invite à penser que corriger ou punir quelqu'un que l'on aime est une preuve d'affection sincère, car cela vise à rendre la personne meilleure, à la remettre sur le droit chemin comme le ferait un parent pour son enfant. Cette expression d'origine biblique s'applique autant à l'éducation qu'aux relations et présente la discipline comme une forme d'amour, bien qu'elle soit parfois détournée pour excuser un certain nombre de choses peu conventionnelles. Dans les couples, on l'utilise pour justifier une réprimande ferme ou une critique, en mettant en exergue le fait que si l'on n'aimait pas notre partenaire, on le laisserait faire ses erreurs sans intervenir. Et dans les cas les plus cyniques, on dira que si la personne agissait selon l'image qu'on se fait de son propre intérêt, on ne serait pas si dur ou obligé de l'être envers elle. Qui bene amat, bene castigat. Donc si je te dis que ce vêtement, ce maquillage, cette perte ou ce gain de poids ne te va pas du tout, au lieu de m'en vouloir, rappelle-toi bien à quel point je t'aime. Souviens-toi mon cœur que je tiens énormément à toi. Quand on entend pareille phrase, on a envie de se dire qu'il est évident que la personne qui dit ça essaie d'avoir une ascendance sur l'autre. Et pourtant, généralement, les victimes ou les personnes qui subiront ce genre de propos finiront ou en viendront à justifier leur oppresseur, convaincus que ce dernier agit ainsi pour leur bien. La société nous a tous habitués à vivre des relations plus toxiques les unes que les autres, où les partenaires se considèrent en concurrence l'un avec l'autre. Ça nous a du coup fait oublier que dans une relation saine, la critique est une invitation à la croissance. Ça devrait l'être. C'est ce qu'on appellera banalement une critique constructive. Je me suis dit qu'on emploie souvent ce terme sans vraiment savoir ce qu'il signifie, sur quoi il repose. Alors, ne me prenez pas mal, on sait tous ce que constructif signifie. Mais pour lever l'équivoque, j'ai demandé à Gemini les critères d'une critique constructive. Et voilà ce que l'IA de Google m'a dit. Pour que la critique soit réellement un acte de bienveillance, donc constructive, et non un outil de domination, elle doit répondre à des critères précis qui la distinguent du jugement gratuit. Une critique constructive ne se contente pas de pointer un défaut du doigt. Elle offre une perspective d'évolution, donc une possibilité de se construire. Gemini m'a ensuite donné une série de conditions dont les plus importantes sont les suivantes. En 1, il y a l'intention. La critique doit avoir pour objectif d'aider l'autre à réussir un projet, à se projeter sur l'avenir, à se protéger d'une situation problématique ou à s'améliorer et non pas soulager notre propre frustration, rabaisser l'autre pour nous sentir supérieurs et exprimer une jalousie refoulée. Le second pilier, c'est la cible. La bonne critique ne s'attaque jamais à la personne, mais à un fait ou un comportement spécifique. Il faut donc éviter les attaques personnelles, bien choisir ses propos.
Plutôt que de dire « tu n'as aucun goût », ça c'est quelle couleur bizarre encore par exemple. Une personne qui veut donner une critique constructive dira « je trouve que cette couleur ne met pas ton teint en valeur ». Et à la fin, elle proposera surtout une alternative qu'elle laissera le choix à son interlocuteur d'appliquer ou pas. Pour finir, il y a, selon Gemini, le contexte. En d'autres termes, le quand et le où. Le contexte est, selon l'intelligence artificielle citée plus tôt, aussi important que le message. On félicite ou on encourage en public, mais on critique toujours en tête-à-tête ou encore avec un cercle restreint de personnes très intimes. Humilier quelqu'un devant témoin annule toute portée constructive d'une critique. Il faut donc choisir un instant où l'autre est émotionnellement disponible pour écouter, pour recevoir la critique et non en plein milieu d'une crise ou d'un moment de stress intense par exemple. À ce dernier pilier énoncé par Gemini, j'ai envie d'ajouter un fait clair. Le moment où notre partenaire est en train de célébrer une victoire est très mal venu, est très mal choisi, pour énoncer une critique qu'on voudrait constructive. Je vous donne un exemple. Darlene a par exemple obtenu le bac. Elle a obtenu le bac et elle est en train de célébrer le bac avec les personnes qu'elle apprécie, sa famille, ses amis, son petit ami. Et là, son petit ami arrive et il lui dit « Ah ouais, mais on est quand même loin du 14 que tu avais promis que tu aurais ou que tu étais censé avoir. » Tout de suite, ça va éteindre la joie de Darlene, ou ça pourrait éteindre la joie de Darlene d'avoir obtenu son bac avec 12 d'office, etc. par exemple. Bref, la critique doit être formulée avec tact si on la veut constructive. Elle doit arriver au bon moment et vise un comportement ou un choix précis. Nos proches, qui sont les plus souvent en proie à énoncer des critiques à notre égard, ne sont pas censés briser notre élan à chaque fois qu'ils le peuvent, sous couvert de franchise ou d'amour. Lorsque la critique devient systématique ou qu'elle s'attaque à l'identité même de la personne, notamment sur son style, son intelligence, ses projets, ses ambitions, etc., elle ne cherche plus à améliorer, mais plutôt à diminuer. Et c'est là que le concept devient pervers. Quand un proche commence à briller, de par une réussite professionnelle, une nouvelle apparence physique, une prise de confiance en soi, cela peut renvoyer l'autre partenaire à ses propres manques. Et au lieu d'admettre la jalousie qu'il porte, par exemple, certains partenaires ou amis vont utiliser une critique acerbe, tranchante, méchante, se parer d'une honnêteté brutale. Ils feront tout pour maintenir l'autre dans une forme de dépendance ou d'insécurité, pour éviter qu'il ne s'éloigne de lui ou d'eux, ou ne dépasse celui qui critique. Le châtiment à ce moment-là n'est plus du tout une preuve d'amour, mais un mécanisme de défense pour protéger l'ego de celui qui l'inflige. Alors, je pense que j'ai bien, dans cette introduction, placé le décor. Aujourd'hui, je suis toute seule. Je n'ai pas de personnes qui m'accompagnent. Pour ceux qui suivent les stories Instagram, vous savez exactement à quel moment j'ai enregistré ou j'enregistre cet épisode. J'ai failli abandonner même, tellement ça m'a pris la tête. Mais quoi qu'il en soit, pour en revenir au sujet du jour, j'ai envie de parler ce soir d'un sujet qui me tient énormément à cœur. Vraiment, un sujet qui me tient énormément à cœur. Et j'ai décidé que j'en parlerai il y a quelques jours sur ma story WhatsApp privée. Après avoir découvert des vidéos sur TikTok, je me suis dit que j'allais aborder le thème et je vais vous donner le contexte. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle du fait
qu'il arrive à beaucoup d'entre nous de se mettre en relation avec des personnes qui se considèrent en concurrence avec elles. Lorsque j'en ai parlé sur WhatsApp, j'ai eu plein de propositions. J'avais dit que l'épisode s'appellerait, et c'est comme ça qu'il va s'appeler, « Je suis en couple avec la concurrence ». Il y en a qui m'ont dit, mais non, il faut dire je suis en couple avec mon concurrent ou ma concurrente. Et il y a d'autres qui sont venus me dire, mais non, tu peux dire je suis en couple avec ma concurrence. Ça fait encore plus waouh. Mais le thème m'est venu comme ça en premier. Et donc, c'est celui-là que je vais garder. Je suis en couple avec la concurrence. Et maintenant que vous avez écouté le titre de l'épisode et que vous l'avez certainement vu sur la jaquette ou sur l'illustration YouTube, vous savez plus ou moins, vous comprenez plus ou moins l'introduction. Donc aujourd'hui je suis seule, j'aurais pu préparer une introduction de présentation de Darlene, mais je me suis dit que j'allais pas faire ça, ça aurait été tellement comment on dit, égocentré. Et alors, je vous explique vite fait. Désolée, hein, à part l'introduction, j'ai rien écrit, j'ai rien préparé d'autre que l'introduction. Le pitch, pour moi, ça devait partir de l'intro. Et donc, si je pars en freestyle, prenez-moi comme une petite sœur en fait. Généralement, quand j'enregistre avec mon micro, que je suis seule et tout, c'est vraiment plus simple. Je suis dans ma chambre, je suis seule, dans le noir. Je débite et tout, mais je pense que je ne vais pas trop m'éloigner du sujet et j'espère que je ne vais pas m'éloigner du sujet. Quoi qu'il en soit, bienvenue dans cet épisode. Alors, il y a quelques jours, j'échange avec une personne qui se plaint à moi, qui me confie une situation qu'elle vit. C'est une personne qui a envie de faire un certain nombre de choses que nous, en Afrique, on considère comme banales. La personne veut faire, comme moi, plus ou moins de la création de contenu. Sauf que la personne est en couple, très épanouie dans son couple, très amoureuse, très amoureux. Sa partenaire l'aime de tout son cœur. Son partenaire ne se cache pas de lui montrer à quel point il tient à elle. Mais sauf qu'à chaque fois qu'elle présente un projet à son partenaire, plutôt que de l'encourager, de la booster ou de l'encadrer pour que le projet se fasse au moins, pour que le projet voit le jour et pour qu'elle expérimente le projet, son partenaire se dresse contre elle, en fait. Et il la critique pour un oui, pour un non, en fait. Il la critique sur son apparence, il la critique sur les activités qu'elle fait, il la critique sur la façon dont elle se présente face caméra, il la critique sur tout. Et puis moi je réponds à la personne que je ne sais pas. Tu m'as dit à plusieurs reprises que la personne t'aime, mais je ne sais pas comment c'est possible de dire qu'on aime une personne et de ne pas être heureux pour la personne quand elle dit par exemple que elle veut se remettre au sport pour retrouver la ligne, etc. Par exemple, je ne sais pas comment on fait pour aimer une personne et ne pas être heureux pour la personne quand la personne te dit « Ah, j'ai un projet que j'ai envie de lancer, j'ai envie de voir comment ça va marcher, j'ai envie de tenter ». Et puis, ne pas encourager la personne en fait. Quand la personne veut sortir de sa zone de confort, quand la personne veut faire quelque chose qu'elle apprécie, comment on fait pour aimer quelqu'un et ne pas apprécier la lueur qu'il y a dans les yeux de la personne quand elle nous présente un projet, quand elle nous fait part d'une envie, quand elle nous fait part d'une situation qu'elle a envie d'expérimenter en fait. Après cette situation, quasiment 2-3 jours plus tard seulement, je tombe sur la vidéo réaction d'un monsieur. Je vais dire les noms. Je ne sais pas si vous connaissez, je ne connais pas bien son nom. Je crois que c'est Jenny JSB, quelque chose du genre. Je ne connais plus bien son nom. C'est une danseuse
belge d'origine congolaise que j'appréciais énormément à une période. Je la suivais à une période et j'aimais vraiment le couple qu'elle formait avec son ex. Le couple qu'elle formait avec son ex était pour moi un couple idéal. Ils étaient beaux ensemble, ils semblaient influents, ils étaient célèbres, ils semblaient s'aimer, etc. Et puis, un jour, je suis tombée sur les stories Instagram de la dite Jenny qui avait posté elle avait posté des stories qui laissaient penser que le gars se comportait mal avec elle. Elle ne disait pas forcément que le monsieur la battait, monsieur idéologie qui la battait, mais elle laissait sous-entendre que la personne la manipulait, que la personne lui interdisait de faire un certain nombre de choses, que la personne ne semblait pas être heureuse de la voir heureuse, de la voir briller, etc., etc. Que oui, c'est pas normal qu'on soit en couple avec quelqu'un et qu'on passe notre temps à la critiquer, tout ça. Et puis quelques jours plus tard, elle s'affichait de nouveau avec lui, hyper amoureuse, hyper heureuse d'être à ses côtés, tout ça. Et 2-3 mois plus tard encore, elle repostait un truc qui montrait que elle avait pas l'air heureuse dans son couple. 2-3 jours plus tard, soudainement, c'était l'amour fou et tout. Et vous voyez le yo-yo qui se passait dans cette relation-là m'a fait me dire, mais il semble qu'il y ait quelque chose qui ne va pas en fait. Et moi, je ne veux pas être là, assise à regarder ça, à consommer ça, parce qu'on est ce qu'on consomme, on est ce qu'on entend, on est ce qu'on lit, on est ce qu'on regarde sur les réseaux sociaux, on est ce qu'on regarde comme film et tout. En tout cas, on n'est pas totalement tout ça, mais on est un peu de tout ça. Et parce que moi, à l'époque, je me suis dit, je voulais pas d'histoires compliquées, d'histoires d'amour compliquées ou tolérer des trucs. J'ai arrêté de la suivre. Et quelques temps après, il y a eu la sortie avec les vidéos et des photos où elle se montrait carrément avec un visage où elle était le visage tuméfié en fait. Quand il y a eu l'histoire de la plainte, du procès et tout ça. Et donc je me suis dit à ce moment-là que j'avais raison. Et je pense que j'étais pas la seule à avoir remarqué que cette histoire était toxique. Et donc, pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est vraiment pour mettre le contexte. Je parle de ça parce que quelques temps après avoir échangé avec ma pote là, qui se plaignait du fait que son mec n'était pas supportive, je suis tombée sur les vidéos de Monsieur Idéologie, des gens qui réagissaient aux vidéos de Monsieur Idéologie, parce que lui, je l'ai bloqué très vite. Les gens réagissaient à ces vidéos en mode « oui, mais il fait honte, qu'est-ce qui se passe, le genre d'ex qu'on ne veut plus avoir ». Si vous avez TikTok, vous êtes forcément tombé sur une des vidéos de Monsieur Idéologie ou bien au moins une des vidéos réactions d'une personne en fait. C'est le gars qui, à chaque fois que sa meuf fait quelque chose sur TikTok, sur Instagram, etc., enfin que son ex, qu'est-ce que je raconte moi? À chaque fois que son ex fait quelque chose, il sort une vidéo parodie où il va te dire par exemple quand elle a organisé l'anniversaire surprise de son gars, lui il est sorti avec une vidéo où il dansait bêtement mais vraiment de manière ridicule sur une chanson de Michael Jackson et puis il avait écrit quand l'amour est réel on n'a pas besoin de prouver, je paraphrase, quand l'amour est réel on n'a pas besoin de prouver tout ça. Et avant ça déjà, j'avais vu une vidéo où lorsqu'ils ont fait leur publicité Vlisco, lorsque Jenny et son nouveau mec ont fait leur publicité pour Vlisco, il avait déjà fait une vidéo en mode il n'y a qu'un seul couple goal. Il n'y aura jamais 2 couples gold dans la vie et tout. Vraiment, je paraphrase. Et puis, le jour où je tombe sur la dernière vidéo, c'est que il est en train de danser
Mais vraiment, purée, en fait, j'ai juste honte à sa place de le voir danser, gigoter comme ça, agir, faire des singeries comme il les fait à son grand âge. Il était en train de gigoter là. Et puis, la légende de sa vidéo disait que quand ton ex, quand le nouveau gars de ton ex essaie de lui faire découvrir son milieu, mais tu vois sur le visage de ton ex que c'est vraiment, elle n'est pas à l'aise et tout. La veille, son ex avait posté une vidéo où elle était allée avec son gars soutenir le club de foot préféré de son gars. Donc, le monsieur, voilà comment j'ai compris, voilà comment j'ai analysé. Et c'est ça là, ces deux situations qui m'ont fait me dire que, en fait, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'hommes qui sont en concurrence avec leurs partenaires. Parce que lui, pour ne citer que monsieur Idéologie là, il a fait des sorties où il a dit oui, moi c'est moi qui ai présenté à Jenny les réseaux sociaux, elle voulait pas de ça, elle voulait vraiment pas, et puis j'ai insisté qu'elle n'a qu'à se lancer dans les réseaux sociaux, j'ai dû la forcer parce qu'elle voulait pas, l'histoire des réseaux sociaux elle n'était pas dedans, j'ai dû la forcer et aujourd'hui elle a la notoriété, elle me remercie pas et tout ça. Et pendant que je l'écoutais, je me disais mais d'abord de un, le gars il est malade, il doit consulter. Clairement, quand tu vois tous les trucs qu'il fait ou qu'il a fait ces derniers temps, tu te rends compte qu'il est dans une spirale liée à cette relation-là. Et deux, je sais pas, c'est comme si des écailles étaient tombées de mes yeux et je me suis dit, mais il est jaloux d'elle. Et si quelqu'un en vient à être jaloux de vous après que votre relation soit terminée, dites-vous bien qu'il était jaloux de vous depuis l'époque où vous étiez ensemble en fait. Il y a beaucoup d'entre nous, et je ne vais pas parler que de la situation de ma pote ou de la situation de Jenny. Lorsque j'étais plus jeune, j'étais en couple avec quelqu'un avec qui je vivais. On était plus ou moins avancés dans notre relation. Je pense que franchement, dans cette relation, j'ai fait beaucoup de premières fois et j'ai vécu beaucoup de premières fois aussi. Et c'est l'une des relations qui ont façonné la façon que j'ai d'aimer aujourd'hui. La façon que j'ai d'aimer aujourd'hui, ça a été façonné par plusieurs relations, mais celle-là, je pense que ça a quand même beaucoup façonné ma façon d'aimer, surtout à une période. J'étais en couple avec quelqu'un avec qui j'allais à l'école. On allait à l'école et puis c'était quelqu'un de brillant dans son domaine. Il était excellent. Sauf qu'en face, il avait une personne qui était aussi brillante. Je charriais ma belle-sœur et mes beaux-frères récemment là. Quand on s'est rendu compte qu'un des petits frères de mon petit ami apprenait ou a appris, ou moi j'ai appris, je lui ai dit, je suis presque sûre que tu as déjà vu passer mon nom dans un des exercices de compta. Il me dit, comment ça? J'ai dit non, en toute honnêteté, j'étais l'une des plus ou moins meilleures élèves, meilleures étudiantes, et donc un prof a décidé de mettre mon nom dans la quasi-totalité de ces exercices, de ces examens et tout. Et il y a même encore beaucoup de gens qui, quand je leur dis que j'ai appris là-bas, que je m'appelle comme ça, qui font le lien en fait. Et puis je leur ai dit, en toute honnêteté, en toute humilité, j'étais assez brillante. J'étais pas la meilleure, the best of the best, mais j'ai mérité les notes que j'ai eues durant tout mon cursus universitaire. Et du coup, on se retrouve à être un couple où le monsieur en a dans la tête, la meuf en a dans la tête. Sauf que quand les choses évoluent, d'une façon ou d'une autre, moi, je me retrouve avantagée ou à avoir
des trucs un peu plus rapidement et un peu plus facilement que le monsieur. Et je vous disais qu'on vivait ensemble, c'est important, parce que quand je commence mon premier stage, lui n'a pas encore trouvé son stage. Et à l'époque, on doit soutenir nos licences dans nos classes différentes. Moi, j'ai déjà un stage, lui non. On va à l'école tous les deux en soirée. Moi, je vais au travail le matin et tout. Et puis, le monsieur développe des trucs qu'il n'avait jamais dit auparavant. Quand je suis entrée dans sa maison, c'est quelqu'un qui était très indépendant. Il sait cuisiner, il sait nettoyer. S'il veut pas cuisiner, il sait qu'il peut aller acheter à manger, etc., etc. Mais lorsque je me suis installée avec lui, j'ai fait la meuf. Les gens qui sont sur Twitter savent, Cendrillon du ghetto s'est réveillé en moi. Et puis allez, j'ai vraiment fait la meuf qui tient la maison et tout ça, tout ça. Mais c'est surtout parce que je pense que quand je me suis installée avec lui, il y avait la période de vacances, je ne bossais pas encore, ou du moins les petites bricoles que je faisais, saisie de texte et autres là, c'était pas si prenant que ça. Et puis quand on reprend l'école, que j'obtiens le stage, le monsieur développe soudainement une aversion pour la nourriture qui a dormi. Les habitudes que j'ai, pour les gens qui sont sur Instagram, les habitudes que j'ai où je cuisine le dimanche pour toute la semaine, je les ai toujours eues. Je pense que c'est né de quand j'étais au campus où tu veux pas cuisiner tous les jours, tu vas cuisiner pour 2-3 jours, tu fais en sorte de bien conserver la nourriture dans le frigo et tout ça. Et donc, je me disais, bon, je vais cuisiner la veille pour le lendemain. Mais c'est là que le gars a commencé des histoires de il ne mange pas la nourriture qui a dormi, etc., etc. Et quand je faisais en sorte donc de me lever tôt le matin pour cuisiner, pour être sûre que je lui laisse à manger quand je pars au travail, et puis quand je reviens des cours, du boulot avant les cours, je me douche juste, je vais au cours, etc. Le gars s'est dit non. En plus du fait que il ne voulait plus manger la nourriture qui dormait, il s'est retrouvé à dire qu'il ne voulait plus manger tout seul. Bref, il m'a sorti des caprices où je me disais que, mais frère, enfin, je comprends pas, tu veux que je fasse quoi? Que je laisse le travail? Le même travail qui est censé m'aider à soutenir mon rapport de stage pour obtenir ma licence. Mais le gars s'est montré très, très, très acerbe dans ses propos concernant le fait que je n'avais plus le temps pour lui, je ne cuisinais plus, la maison n'était plus tenue comme avant, etc., etc. Jusqu'à ce que il trouve lui aussi son stage, il le commence. Et puis, tout ce qu'il me reproche, rentrer tard, etc., il se retrouve à faire pire que moi. Je me retrouve très souvent seule avec son père dans la maison, parce que monsieur, il va aux after-work, il travaille tard, etc., etc. Et à cette période, je ne me suis pas rendu compte, ou je ne m'étais pas rendu compte qu'il était peut-être jaloux. Parce qu'en plus, il y a eu d'autres événements, je ne peux pas forcément rentrer dans les détails. Mais quand je me suis assise à un moment, je me suis rendu compte que, en fait, je sortais avec quelqu'un qui était extrêmement jaloux de moi. Il n'était pas jaloux pour moi du fait que les gens me regardaient, enfin pas que, mais il était vraiment jaloux de ce que je pouvais accomplir. Et le fait est que la critique était sa meilleure arme. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de commencer l'épisode sur la base de la critique. C'était sa meilleure arme pour me déstabiliser. Parce que pour moi, c'était quelqu'un qui m'aimait de tout son cœur depuis plusieurs années. Et donc, s'il me disait « ne fais pas comme tel » ou « fais comme tel », « ne fais pas telle chose »,« ne porte pas ça »,« ne va pas là-bas », etc., etc., j'étais convaincue qu'il le faisait pour mon bien. Et il y a une question que je pose assez souvent aux gens, est-ce que quand vous me regardez, vous avez l'impression que je flirte avec les gens ouvertement ou que je donne l'impression aux gens que je suis suffisamment ouverte pour qu'ils aient envie de me draguer, etc.
Parce que je me fais quand même beaucoup courtiser. De manière générale, je vais arriver au travail, je vais arriver à, je sais pas moi, je vais faire la connaissance de l'ami d'un ami, je vais me balader dans la rue, je vais être sur les réseaux sociaux, je me fais beaucoup courtiser. Et la question qui me revient assez souvent, c'est de savoir si je provoque ça. Est-ce que je le provoque? Parce que ce monsieur-là, le pauvre, aujourd'hui, je ne lui en veux pas, mais en fait, c'est même pas lui, c'est l'expérience que j'ai vécue avec lui que je suis en train de dénoncer. Lui me disait tout le temps que tu sais, Darlene, tu n'es pas la femme la plus belle du monde. Mais si tout le monde se met à te draguer, c'est parce que tu es une femme facile. Il me l'a répété, je sais pas, peut-être 500 fois au cours de nos 5 ans de relation. Il n'arrêtait pas de me dire ça. Que tu n'es pas la femme la plus belle du monde. Ne te dis pas que c'est parce que tout le monde te drague que tu es la femme la plus belle du monde. En fait, si tout le monde te drague, c'est juste parce que tu es une femme facile ou tout le monde a l'impression que tu es une femme facile. Et malheureusement pour moi, c'est moi qui suis en couple avec toi, c'est moi qui dois subir le fait que tout le monde, toutes les mouches tournent autour de la poubelle que tu es. Imaginez-vous une femme, une jeune femme en pleine construction qui sort à peine de l'adolescence, qui est en couple, qui est très amoureuse de l'homme avec qui elle est, entend ça. En fait, ouais, tu souris tout le temps avec tout le monde et tout. C'est des invitations. Est-ce que tu vois telle, elle est vraiment plus belle que toi, mais est-ce que tu vois que tout le monde la drague? Et ça, c'est inscrit dans mon esprit. Les comparaisons qu'il faisait entre moi et mes amis m'ont mise en concurrence avec mes amis. Les pauvres. Les comparaisons, les critiques qui me sortaient pour un oui, pour un non, m'ont fait douter de moi. Et l'une des raisons pour lesquelles je disais tantôt que c'est vraiment l'une des relations qui ont construite ma façon d'aimer aujourd'hui, c'est que je suis sortie de cette relation, j'étais complètement détruite, dépersonnifiée. Entre ça et le fait qu'on priait dans une église où la femme devait être soumise, etc., etc., je suis sortie de cette relation, j'étais totalement... J'avais plus de personnalité. J'étais construite dans mon esprit de la façon que lui voulait que je sois construite. J'ai toujours été une femme, une jeune femme avec beaucoup d'assurance. Ou bien, même quand adolescente, je manquais un petit peu d'assurance, j'ai eu la chance d'avoir des proches au lycée, des amis au lycée qui me complimentaient énormément. Et qu'on le veuille ou non, le regard que les autres le regard que les autres vont porter sur nous participe énormément à construire la personne qu'on sera. Surtout quand on est ado. Donc, j'ai toujours eu plein de compliments et tout ça. Et du coup, les gens m'ont aidé à avoir confiance en moi. Et puis, durant 5 ans, une autre personne a brisé ça. Et quand je suis sortie de là, je me suis juste dit, waouh, j'étais peu confiante et c'est dommage que je doive dire ça, mais quand j'ai arrêté la relation avec lui, que je me suis remise en couple avec quelqu'un bien longtemps plus tard, parce que ça avait été une relation tellement longue que j'ai eu du mal à me remettre avec quelqu'un et à m'engager réellement en couple, c'est cette personne-là qui m'a aidée à me reconstruire, parce que la personne me connaissait depuis le lycée. En fait, on se connaissait au lycée, on avait eu une petite relation au lycée qu'on a essayé de reconstruire lorsque on est devenus des adultes en fait. Et puis, lui me posait tout le temps une question en mode mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Darlene? Parce que à l'époque, je traînais avec un groupe de filles qui sont devenues aujourd'hui mes sœurs. Beaucoup d'entre elles sont devenues mes sœurs. Et puis, il faisait tout le temps l'exercice que, genre, il m'envoie la photo d'une personne, peut-être pas forcément de mes copines, je pense qu'il les connaissait même pas. Donc, il m'envoie la photo d'une personne, il me dit,
par exemple, de 2 personnes et il me dit, entre les deux là, tu te positionnes où? Est-ce que tu trouves que tu es jolie comme telle ou bien jolie comme telle autre ou bien moins jolie qu'elle? Et moi, à chaque fois qu'il me faisait faire l'exercice, je me plaçais toujours en 3e position. Je me rappelle qu'une fois, il m'a posé la question de savoir, face à mes 4 copines, donc on était 5, face à mes 4 copines, devant qui est-ce que je me trouvais plus jolie et devant qui est-ce que je me trouvais moins jolie. Et à chaque fois qu'il me posait la question, je me positionnais en 3e, en 4e, 3e, 4e, etc. Et puis un jour, il m'a dit, mais Darlene, est-ce que tu te rends compte de la femme magnifique que tu es? Tu es belle, tu ne te maquilles pas du tout. Quand on regarde tes copines, il y en a qui mettent la poudre, etc. Toi, tu n'en as pas besoin pour être belle. Je ne suis pas en train de dire que mes copines ne sont pas belles. Hein. Mes copines sont des bombes d'abord, des bêtes de femmes. Et puis quand elles mettent le maquillage, c'est encore pire. En fait, la lumière qui jaillit d'elles, vous ne pouvez... Enfin, bref, je ne sais pas quoi dire. Mais mes copines sont des bêtes de femmes d'abord. Et parce qu'on m'avait comparé à elles, en me considérant, je vais y arriver, comme le joyau le plus fané de la couronne, bah ça s'est inscrit dans ma tête. Ça s'est inscrit dans ma tête. Que j'étais moins belle qu'elles toutes, ou bien que la plus grande partie d'entre elles. Et ça, vous voyez, je me suis rendu compte bien des années plus tard que le gars là, ce sont ses propres tares qui balançaient sur moi. Comment tu peux être en couple avec quelqu'un? Dès que la personne sourit, tu mets en exergue le fait qu'il lui manque une dent. En fait. Comment tu peux être en couple avec quelqu'un et dès que la personne essaie de se mettre jolie, sexy, tu mets en exergue le fait que ses jambes soient X. Comment tu peux être en couple avec une personne et puis dès que la personne vient te montrer sa nouvelle coiffure, la seule chose que tu trouves sur quoi tu peux pointer le doigt, toi, c'est son front qui est encore plus brillant que d'habitude et plus énorme et plus spacieux. Comment on fait pour être en couple avec quelqu'un qui achète un nouveau vêtement, vient nous le montrer et puis la seule chose qu'on trouve à lui dire c'est que « Ah mais ça te fait un gros ventre. Hein. » Là on voit bien que ton ventre est gros. C'est que on sort avec nos ennemis en fait. On est en couple avec nos ennemis. Comment on fait pour être en couple avec une personne qui s'habille, se met magnifique pour une soirée où tu es censé être son cavalier? Tout le monde la complimente, tout le monde veut danser avec elle, mais toi, tout ce que tu trouves à dire, c'est que son maquillage n'est pas joli du tout. Tout le monde, en fait, toute l'école trouve qu'elle est magnifique. Toute l'école trouve qu'elle est jolie. Toute l'école trouve qu'elle a respecté le thème. Mais toi seul, tu trouves que son maquillage n'est pas... Voilà. Ça laisse à désirer. Comment ça se fait que ta partenaire, la mère de tes enfants, se met belle pour toi? Et puis toi, la seule chose que tu trouves à dire, c'est que tu la préfères sans tout ça. En fait. Et quand on regarde, c'est peut-être parce que ce sont les seules expériences que j'ai, mais quand on regarde, on a l'impression qu'il s'agit toujours d'hommes, des hommes qui sont jaloux de leur partenaire. On a bien l'impression qu'il s'agit toujours des hommes qui n'assument pas l'aura de la femme qu'ils ont à leur côté. Je ne sais pas, hein, messieurs, si vous voulez bien vous dévoiler, si vous voulez bien venir en parler dans un autre épisode, venez, hein, le micro, mon micro, les micros du studio vous sont ouverts. Si vous voulez venir raconter votre histoire, venez.
Mais moi, j'ai été en couple avec quelqu'un qui était jaloux de moi. Ma pote a été en couple avec quelqu'un qui était jaloux d'elle. Jenny, en couple avec quelqu'un qui était jaloux d'elle. En fait, le fonctionnement est le même. Tu vas interdire de porter des vêtements, tu vas interdire de faire telle ou telle chose, tu vas interdire à la personne de s'afficher comme ça, tu vas pas... Écoute, je ne sais même pas comment on fait pour... Et je pense que je l'ai déjà dit, ton partenaire ou ta partenaire vient t'annoncer une bonne nouvelle. Et toi, la première chose que tu fais, c'est de te dire « Ah, s'il te plaît, rien que ça, c'est pour ça que tu fais tout ce bruit. C'est pour ça que tu fais tout ce bruit. » Et là, j'ai envie de dire que beaucoup vont vous dire que c'est parce qu'ils vous aiment qu'ils vous disent les choses clairement. Si je te dis que cette robe est ridicule, c'est parce que je suis le seul à oser te dire la vérité, parce que moi je t'aime vraiment. Je te critique parce que je t'aime. Je te le dis, c'est l'amour que je te porte qui fait que je te le dise en fait. Les autres, ils n'osent pas te le dire parce qu'ils ont peur de toi ou ils t'aiment pas. Donc, on crée un piège psychologique. Et le pire, c'est que on nous retire même le droit de nous vexer ou de nous défendre. Ah ouais, tu es toujours comme ça, on peut rien te dire à toi. On t'accuse d'être hypersensible. On t'accuse de ne pas supporter la vérité. Donc, la malhonnêteté, la malveillance dont on fait preuve à ton égard, on essaie de la transformer en acte de dévouement, en amour, ou je sais pas. En fait, on ne se rend pas compte à quel point c'est une forme de manipulation où on va déguiser la haine et le mépris en « je me soucie de toi ». Et puis à la fin, on accepte les blessures, les paroles blessantes ou les blessures que ces paroles-là vont créer en nous, en pensant que c'est nécessaire pour notre évolution. Il me dit ça parce qu'il veut il me dit ça parce qu'il m'aime, il me dit ça parce qu'il veut que j'évolue, il me dit ça, voilà. Qui aime bien, châtie bien, comme je disais déjà. Alors que la seule chose que le gars est en train de faire, c'est de te façonner à l'image, réduire ton image, de te façonner à la petite image qu'il veut avoir de toi. Parce que quand il te regarde, il voit tous ses manques. Et quand je dis il, c'est il ou elle. Quand elle te regarde, elle voit tous ses manques. Et j'avais dit que je ferais un épisode. Là, je suis en train de parler plus sur le plan amour. Mais sur le plan amical, c'est aussi pareil. Tu vas voir une de tes amies ou un de tes amis qui brille. Pour une raison ou pour une autre, il fait quelque chose, il a obtenu quelque chose. Et puis toi, au lieu de te réjouir pour la personne, tu vas aller, pendant que tout le monde est en train de le féliciter, toi tu vas venir dire que « Ah ouais, il était temps que tu gagnes quelque chose. Tu as vu tout ce que tu as raté d'abord là, tu as raté ça, tu as raté... » devant les gens. Par exemple, tu vas avoir ta pote ou ton pote qui va se marier. Et puis, en guise de félicitations, tu vas aller dire « Ah ouais, félicitations, vraiment, mon ami, il était temps que tu te maries parce que tu étais un garçon de Jeonju. Tu te souviens, tu as couché toutes les filles, on était au campus là-bas, machin, nani, nana. » Tu es maintenant là en train de raconter le passé de l'autre à sa femme, à ses beaux-parents et à tous ses invités qui sont là à son mariage. Et puis, on fait passer ça pour des charriades. Non mais moi je dis ça juste, je disais ça pour t'embêter. Tu fais maintenant genre tu as été maladroit. Et manipulateur. Beaucoup d'entre nous, je le répète encore, sont en couple avec des gens
qui sont jaloux d'eux, jaloux de leurs accomplissements, jaloux de leurs victoires, jaloux de ce qu'ils sont. Et puis, quand vous êtes là, vous dormez, toi tu dors du sommeil du juste de « Ah, je dors avec l'homme ou la femme que j'aime ». Mais l'homme ou la femme que tu aimes là, au lieu de dormir la nuit, elle va pas faire les choses des vampires, voilà. Je voulais déjà dire des gens de Ndende, mais pour ceux qui écoutent, qui sont pas gabonais, Ndende est une ville qui a la réputation qui a la mauvaise réputation. Je sais pas sur quoi ça s'appuie même, qui a la réputation d'avoir un nombre, ou qui avait à une période un nombre important de personnes qui faisaient de la magie dans le sens de la sorcellerie. Maintenant, aujourd'hui, c'est un peu plus atténué parce que la ville est grave en train de se moderniser. Mais chez les Gabonais, dans l'esprit des Gabonais, la réputation est restée. Et on n'est pas censé perpétuer les clichés ici, mais bon, la blague est venue toute seule. Donc en gros, c'est ça. La personne ne va pas être en train de faire la sorcellerie, mais en tout cas pas dans le monde métaphysique. Il va faire la sorcellerie dans le physique. Il est en train de chercher, ou elle est en train de chercher comment t'abattre. Pas te tuer. Non, il faut que tu ressentes la douleur qu'il ressent quand il te voit briller. Donc il va chercher les comparaisons. Quand il va te voir danser à une fête, il va s'énerver que mais pourquoi tu danses? Quand tu t'assois, il va dire que mais regarde comment les autres dansent. Toi, tu peux tourner les reins comme ça. Quand tu vas cuisiner pour des gens et tout le monde va te complimenter et tout ça. Et puis lui, il va trouver le moyen de dire que ah mais c'est seulement... Moi, je suis même étonnée. Hein. Habituellement, quand elle cuisine, c'est... Voilà. Ou bien, le même va chercher le moyen de te voler un moment de gloire. Donc, tu es en train de célébrer, de vivre un moment important et tout. Et lui va créer une situation où l'attention est détournée sur lui. Parce que on est en couple avec nos concurrents. On est en couple avec la concurrence. La concurrence est d'abord jalouse. L'adversaire est d'abord jaloux de nous, en fait. L'adversaire est d'abord envieux. L'adversaire est d'abord mal à l'aise du fait que tu sois heureux ou heureuse. Et après, ça me fait me dire que mes frères, comment est-ce que tu fais pour être en couple avec quelqu'un ou même ami avec quelqu'un dont la joie te fait mal? Comment tu fais? Comment vous faites? Mon Dieu. Moi, je suis tellement, je tiens tellement à ma paix que de me retrouver à faire ami avec quelqu'un que je n'apprécie pas, je peux pas. Qui plus est, avoir une relation amoureuse, être intime avec la personne, faire l'amour avec la personne, dormir avec la personne, faire des projets avec la personne. Vous faites ça comment, les gars? Faut nous donner le secret. Peut-être que c'est nous, on est fous. Peut-être c'est nous, on est fous de pas pouvoir faire ça. En fait, donnez-nous le secret. Quoique non, moi je veux pas. Hein. Moi je veux pas. Parce que je vous assure que je célèbre les victoires de mon gars. Je me souviens quand il a obtenu le concours pour aller faire sa spécialité. De toute façon, j'étais heureuse. Je savais même pas en quoi consistait réellement. Il m'avait expliqué, mais bon, vite. Enfin, dans mon esprit, c'était vite fait. Je savais même pas en quoi consistait sa spécialité. Je comprenais même pas pourquoi il fallait faire autant de temps pour avoir cette spécialité-là, parce que pour moi, c'est très basique. Mais j'étais heureuse pour lui à un point. Je savais que ça aurait un impact réel sur notre relation amoureuse, mais j'étais heureuse pour lui.
Et il faut le voir, lui, me saucer pour un oui ou pour un non. Je suis en train d'enregistrer avec un micro qu'il m'a acheté. Dès que je lui ai parlé de l'histoire du podcast, il m'a dit, vas-y bébé, lance-toi. Il m'encourage pour tout, pour un oui, pour un non. C'est lui qui, là, actuellement, je sais pas ce qui lui passe par la tête, mais il est en mode, vas-y, lance-toi dans la création de contenu et tout. Et moi, je lui dis tout le temps qu'au Gabon, ah oui, mais tu fais déjà ça. Tu fais déjà ça, les vlogs et autres, il faudra juste un peu quelques formations et tout ça, non. Enfin, parce qu'il sait que c'est quelque chose que j'apprécie, il veut m'encourager dedans. Mais je sais pas comment les autres font pour être en couple avec des gens qui n'aiment pas. Parce que je ne conçois pas qu'on aime quelqu'un et qu'on soit incapable de se réjouir pour la personne. Quand la personne passe par un truc important, passe par un truc joyeux, etc. Bref, j'ai déjà beaucoup parlé. Je ne sais pas si vous avez compris grand chose, mais bon. Comme je vous ai expliqué sur les stories WhatsApp, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre nouveau compte WhatsApp, abonnez-vous, hein, les fiers trentenaires, le tiré du 8, PDCST. Donc j'ai enlevé les voyelles de podcast parce que le compte précédent c'était les fiers trentenaires podcast, mais sauf que j'ai perdu les accès, donc j'ai dû créer un nouveau compte. Et je vous assure que les personnes qui sont abonnées au compte Instagram, on s'amuse beaucoup et ils découvrent des exclusivités, quoi. Donc, je sais plus pourquoi je disais ça. Mais en tout cas, bref, j'ai quand même beaucoup parlé déjà. J'ai beaucoup parlé et j'ai juste envie de vous dire un certain nombre de choses avant de vous dire au revoir. Donc, oui, je sais pourquoi je disais ça. Je disais sur ma story Instagram que l'épisode qui devait sortir aujourd'hui, je l'avais déjà enregistré depuis plusieurs mois déjà. Mais sauf que on l'a perdu et donc il m'a fallu combler le gap et je me suis dit que j'allais faire cet épisode-là, qui n'est pas une capsule, hein. C'est pas une capsule. Vous m'avez pas entendu faire le récap, donner mon point de vue sur un épisode, non. J'ai même pas abordé les autres épisodes. Enfin, sauf là. Mais cet épisode vient du coup clore le mois de l'amour. Après l'épisode que j'ai enregistré avec Ted, je me suis dit qu'il fallait clore le mois de l'amour sur un truc un peu plus... Voilà, parce que l'amour, c'est pas tous les jours beau en fait. Et là, c'est la preuve. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui souffrent dans les relations, en fait. Et là, s'il fallait que je vous donne un mot de fin, s'il fallait que je nous donne des conseils de fin, en fait, ce serait 3 à 4 trucs. En premier, je dirais à toutes les personnes qui m'écoutent qu'il est important, limite crucial de distinguer, donc de faire la différence entre la critique qui vous donne des outils pour évoluer, pour grandir, qui vous donne des ailes, et la critique qui vous les arrache, qui vous les coupe, qui vous détruit. Il faut faire la différence entre la critique pour critiquer pour descendre plutôt, et la critique qui est constructive. C'est pas toutes les critiques qu'on prend pour soi. Qu'importe la personne dont la critique vient en fait. Si ça vient de notre père, de notre mère, de notre patron, etc. C'est pas toutes les critiques qu'il faut prendre pour soi. Faites la distinction entre celle qui vous construit, qui vous permet d'évoluer, et celle qui vous fait soit stagner, soit régresser. Ça, c'est 1. En 2, j'ai envie de vous dire que le vrai amour, la véritable affection, c'est rester silencieuse et admirative. Elle sait rester à sa place quand il faut. Qui aime bien châtie bien là. C'est pas tous les jours. C'est pas comme on a dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait un contexte. C'est pas partout. C'est pas à tout moment.
L'amour est censé être bénéfique. Et donc, les critiques qui naissent du fait que votre partenaire vous aime sont censées réellement vous aider à évoluer. La véritable affection va vous soutenir, va être admirative et va se taire quand il faudra qu'elle se taise. C'est pas parce que tu es le petit ami de quelqu'un que tu dois donner ton avis sur tout si elle t'a pas demandé, en fait. Il faut vraiment retenir ça. En 3, j'ai envie de dire que respecter son autonomie, l'autonomie de l'autre, reste l'un des meilleurs moyens pour juger de l'amour qu'on lui porte. Donc, comment ça s'appelle là? Les critiques automatiques. Que dès que quelqu'un fait quelque chose, on veut critiquer ce qu'il a dit. Dès que ton partenaire fait quelque chose, tu veux donner ton avis, mais pas constructif. La dernière chose, ou bien l'avant-dernière chose, c'est qu'on peut être en couple avec sa concurrence. Et généralement, ce qui est bête, c'est que la personne va nous démontrer, mais ouvertement, qu'elle nous envie, qu'elle nous jalouse. Mais vous savez comment on dit, hein? L'amour rend aveugle. L'amour rend aveugle. Et donc, quand une personne va nous critiquer de manière permanente, ne va jamais nous encourager, ne va jamais nous soutenir, ne va jamais se réjouir de nos célébrations, ou bien qu'elle va se réjouir qu'on va échouer, se vexer qu'on va attirer le positif. Ça, ce sont des signaux, des flags qu'on devrait prendre en considération. Et malheureusement pour nous, on aura tendance à se dire que oh, il fait un peu la jalousie et tout, c'est mignon. Ou bien oh, il essaie de défendre mes intérêts, c'est beau. C'est pas de l'amour, c'est de la jalousie. C'est de la haine. C'est de la haine que la personne vous porte en fait. La personne ne vous aime pas. Et j'ai envie de finir sur une citation de moi-même qui dit ceci. À la base, on n'a pas besoin d'imposer des limites aux gens qui nous aiment. Le respect qu'ils nous portent à travers leur amour s'applique aussi aux limites qu'on leur fixe. Si vous devez imposer des limites à quelqu'un, c'est que vous êtes face à une personne qui, en plus de ne pas vous respecter, ne vous aime pas. Pour faire simple, quand quelqu'un vous critique, par exemple, il fait des critiques, et puis vous lui dites que hey, mon ami, pardon, attends d'abord, ce que tu dis là, c'est pas correct. Et que la personne se met en mode ouais, non, mais machin, ou bien la personne se met en mode ah, qu'est-ce que tu racontes? Demain, elle recommence. C'est qu'elle vous aime pas. Parce que quand on aime quelqu'un, on a peur de perdre la personne. Et à ce moment-là, quand la personne fixe des limites, on fait en sorte de les respecter. Parce que sinon, si on se retrouve en dehors des limites, on a le risque de la perdre. Donc voilà. C'est ça que je voulais partager avec vous ce soir. Il est possible qu'on soit en couple avec la concurrence. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous sont en couple avec la concurrence. Et tout à l'heure, je suis tombée sur une vidéo d'un monsieur qui disait que ils sont la génération d'hommes qui a en face d'eux, la première génération d'hommes du coup, qui a en face d'eux des femmes qui n'acceptent plus un certain nombre de choses. Et là, j'ai envie de parler à mes sœurs, aux grandes qui ne savent pas encore leur potentiel, aux petites qui ne savent pas encore leur potentiel, à moi-même qui continue de découvrir mon potentiel.
j'ai envie de vous dire ou de nous dire que se contenter de pain, quand on peut avoir des croissants, quand on peut avoir, je sais pas moi, du gâteau, quand on peut avoir le manioc, parce que moi je préfère le manioc au pain, quand on peut avoir, je sais pas moi, c'est priver son corps de très bonnes choses. Parfois on a peur de tester d'autres choses parce qu'on est habitué au poison qu'on consomme depuis longtemps. Mais c'est pas parce qu'on consomme du poison depuis longtemps que ça en fait moins du poison. Peut-être que notre corps s'y est habitué, mais un jour le corps va lâcher. Un jour le corps va lâcher. Donc choisissez d'arrêter de consommer le poison avant qu'il vous consume. Donc voilà, je vais terminer par là. Merci de m'avoir écouté. Merci. Je pense que je ne suis pas trop partie n'importe comment. Je pense que je suis quand même bien restée dans le thème. Donc là, je suis vraiment contente d'avoir fait cet épisode seule. Je tiens à vous remercier. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez apprécié cet épisode solo. J'espère que j'ai pu allumer l'esprit de quelqu'un aujourd'hui. En ce qui me concerne, ça m'a été très agréable d'enregistrer. J'ai hâte de vous retrouver dans l'épisode prochain. Donc, comme je vous disais déjà, abonnez-vous à nos stories. Abonnez-vous à nos stories. Et... j'ai failli oublier. Si... il y a quand même la question à laquelle il faut que je réponde, parce qu'on m'a dit vous m'avez dit que vous préférez que je réponde à la question de savoir quel est le message que je laisserai à la Darlène de 42 ans si elle revenait pour écouter les épisodes. Par rapport à chaque thème, je dois donner mon avis. Alors, si Darlène, tu repasses par là et que tu écoutes cet épisode, j'espère que tu as fait tout ce qu'il faut pour éviter de retomber dans un truc qui a failli te détruire. J'espère que tu es resté bien loin de la toxicité d'une relation avec un concurrent. Et quand je te parle d'une relation avec un concurrent, je te parle d'une relation avec un concurrent, avec un ami en fait. D'une relation avec une amie, d'une relation avec une sœur, d'une relation avec la famille. J'espère vraiment pour toi que tu nous as épargné d'autres années de remise en question inutile. Tu n'es pas parfaite. Enfin, aujourd'hui, tu ne l'étais pas. Tu ne l'es pas, je veux dire. Dans 3 ans, tu le seras sans doute moins. D'ici à 10 ans, tu ne le seras sans doute pas devenu. Mais j'espère sincèrement que tu nous as évité d'autres remises en question qui n'ont abouti qu'à une perte de temps en fait, et d'énergie et de confiance en soi, en nous. Donc voilà. Et merci à vous de nous avoir écoutés. C'était Les Fiers Trentenaires, votre podcast qui traite de la vie, des défis et des moments qui façonnent une trentaine optimiste, épanouie et forte. Merci encore de nous avoir écoutés. À la prochaine. Bisous.